Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du triathlon professionnel avec un athlète qui a brillé sur courte distance ces dernières années et qui a la même envie aujourd'hui de venir tout bousculer sur le long. Notre invité du jour, c'est Quentin Barraud, triathlète professionnel, multiple champion de France sur les distances courtes et désormais en quête de performance sur longue distance. Après 11 ans sur courte distance, Quentin a fait le pari de passer sur le long et on va plonger avec lui dans son quotidien. Ses entraînements, ses compétitions, sa prépa mentale, sa gestion des courses et surtout, ce qui fait la différence entre un bon triathlète et un champion, entre quelqu'un qui brille sur courte distance et quelqu'un qui est capable d'aller chercher des podiums sur longue distance. On parlera aussi de ses meilleurs souvenirs de course, des galères qui forgent un athlète, de ses ambitions pour 2025, avec en ligne de mire le championnat du monde Ironman 73. Alors que vous soyez triathlète passionné, que vous connaissiez Quentin ou pas, en pleine préparation pour un half ou simplement curieux de découvrir l'envers du décor professionnel, on est parti pour cet épisode. Installez-vous, mettez vos écouteurs et on plonge dans l'univers de Quentin Barraud. Et juste avant de démarrer, je vous partage la ressource de la semaine. Et ce que j'ai à vous proposer cette semaine, c'est de rejoindre la communauté OpenTree en ligne. C'est un espace naturellement gratuit où on est plus de 2600 membres désormais à échanger au quotidien sur les sujets du triathlon. Si je prends les derniers sujets qui ont été partagés, on y parle de comment bien définir ses zones d'entraînement, de renforcement musculaire, du choix d'un premier triathlon ou encore des critères pour bien choisir sa combinaison. Alors si vous avez des questions sur votre pratique du triathlon, si vous voulez retrouver d'autres membres de toute la France sur votre prochaine épreuve, ou si juste vous avez envie de discuter triathlon au quotidien avec d'autres passionnés, alors rendez-vous sur opentree.fr/communauté, le lien est dans la description. On vous attend nombreux pour continuer à partager notre passion du triathlon. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode avec Quentin. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTree. Pour m'accompagner dans cette interview, il y a l'ami Charlie d'OpenTree. Salut Charlie. Salut Armano, salut tout le monde. Comment ça va Charlie? Depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé. Écoute, ça va, je suis ravi de recevoir notre invité du jour. J'ai hâte d'en savoir plus. Et puis, non, tout va bien. On commence à reprendre l'entraînement tranquillement. Il y a quelques rayons de soleil qui percent là derrière la fenêtre. C'est pas mal. Ouais, c'est ce que j'appelle des nuages de soleil. Tu sais, en fait, tu as un ciel très nuageux et puis de temps en temps, tu as un trou où tu vois un peu de soleil qui passe. C'est à peu Bon, près ça, ouais. en même temps, qu'est-ce qu'il faut en Bretagne? Écoute, hein, on a la plus belle région du monde, mais faut pas le dire. C'est vrai. Bon, je te dirais pas que le temps qu'il y a à Toulouse, parce que sinon, je me tirerais une balle dans le pied. Parce qu'aujourd'hui, c'est un temps breton. Bref, reprenons notre sérieux. Et évidemment, on est très heureux de recevoir notre invité du jour. J'ai nommé Quentin Barraud. Salut Quentin. Salut Hermano, salut Charlie, salut tout le monde. Quentin, on est super content de te recevoir. Ce que je te propose, c'est la toute première question, puisque tu nous demandais comment ça allait se passer. Eh bien, je te laisse te présenter. Dis-nous tout. Qui est Quentin Barraud? Quentin Barraud, Quentin, j'ai 29 ans, je suis triathlète professionnel, je fais ça je fais du triathlon du moins depuis mes 13 ans. J'ai rapidement intégré le pôle France et puis une équipe de D1 et puis tout s'est enchaîné. Maintenant, je fais du triathlon vraiment professionnel où je fais que ça depuis le Covid-19. Je suis passé par le court, puis maintenant sur le longue distance. Donc voilà. Pour revenir rapidement avec toi sur tes faits d'armes, sur ton palmarès, ton pédigré, tu peux nous donner un petit peu tes meilleurs souvenirs en triathlon et les places qui y sont associées? Oula, j'ai pas mon, T'as pas j'ai ton pas mon bouc avec toi? palmarès. Ouais, non, non, non. C'est vrai que je prends les perfs les unes après les autres, mais euh, j'ai réalisé quelques coupes d'Europe étant jeune. Derrière, j'ai fait 12 saisons de première division avec principalement des top 20 de manière générale. Et puis, depuis 2 ans, je suis passé depuis un an même, ça va faire bientôt 2 ans, sur le longue distance où là, l'année dernière, j'ai fait 7e à Varsovie, 7e à Majorque, au Challenge Majorque. J'ai gagné le Frenchman, triathlon à Carcan. Et puis, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. On comprend que la vie, enfin tes journées soient bien chargées. L'objectif aujourd'hui, bah, comme je te le disais en off, hein, c'est que les gens qui ne te connaissent pas te découvrent et ceux qui te connaissent déjà, et j'espère que c'est le plus grand nombre, eh bien, en apprennent encore plus sur toi. Et puis aussi, peut-être de savoir, bah, justement, comment est-ce qu'on s'entraîne, quelle différence ça fait pour toi entre passer du court au long, quelle similitude il peut y avoir entre les deux. Enfin, voilà, le micro est à toi. Peut-être justement sur tes premières années, donc en junior, enfin avant dans les catégories jeunes, puis après en junior, puis après en senior, et puis en élite. Comment est-ce que tu as construit ta carrière? Parce que c'est pas à 13 ans quand tu commences le triathlon que tu te dis, moi je vais être triathlète professionnel. Non, ça se passe pas comme ça, c'est vrai. J'ai commencé jeune, simplement avec les copains, au lycée, à Parthenay. Moi, je suis originaire du 79. Au TCG 79, à l'époque, il y avait une section sportive triathlon. Et c'est vrai qu'avec les copains, bah, voilà, moi, je courais beaucoup, je gagnais tous les crosses et j'ai fait quelques triathlons UNSS. Mon principal adversaire jeune, disons, qui gagnait tous les triathlons régionaux. Et puis, je le battais sur les crosses. Donc, un petit peu trop d'ego. J'ai dit, allez, je me mets au triathlon et puis je vais aller le battre. Et donc, bon, la première année, je me suis fait chambouler. Et puis, bon, la deuxième, voilà, l'objectif, c'était de le battre. En fait, ça allait plus loin que prévu. C'est que cette année-là, il y avait les championnats de France. Et en fait, je me suis retrouvé à faire mon premier podium au championnat de France de duathlon. Je fais troisième. Et puis 3 mois après, je fais troisième en triathlon. Puis 3 mois après, je fais troisième en aquathlon. Et puis avec mon principal adversaire, finalement, il était dans le même club que moi. Et donc Amaury-Lafourcade, pour le citer. Et puis bon, deux autres garçons. Je vais citer aussi Hugo Giraud et Victor Rossard. À 4, on a vraiment formé un groupe, un quatuor. Et on a été chercher tous les titres de champion de France par équipe. Donc après, moi, j'ai évolué. En grandissant, je suis parti au Pôle France à Montpellier, où là, j'ai vraiment décidé de passer un step et de dire, bon, ben voilà, certes, l'école, c'est bien, mais bon, si je veux aller plus loin, plus haut, il faut avoir des vraies conditions d'entraînement. Et à Parthenay, ils ne fournissaient pas ça. La section, c'était effectivement des aménagements, mais ça restait peut-être 2 natations, 2 vélos et 2 courses à pied. Donc là, je suis arrivé à Montpellier, je suis arrivé au Krebs. Tu as quel âge, pardon, Quentin, quand tu arrives à J'ai Montpellier? 29 ans. Ah, quand je suis à Montpellier, je suis à 17 ans. 17 ans, je suis parti à Montpellier, donc l'année du bac. Pour la Et petite histoire, puis... l'année où toi tu pars à Montpellier pour l'année du bac, moi en 97, je demandais à mes parents pour intégrer la section sportive de Parthenay. Ah ouais, d'accord, j'adore. Moi, ça n'a pas marché, hein, c'est pour ça que je suis resté un sportif amateur, au sens noble du terme, évidemment. mais ça me rappelle des bons souvenirs, Parthenay. D'accord. Ah ouais, c'est vrai que c'était une grosse équipe de triathlon, notamment en D1 à l'époque. Et c'est vrai que tous les ans, il y avait un stage organisé de 2 semaines avec tous les titulaires de l'équipe. Donc à l'époque, il y avait quand même Emma Jackson, il y avait Nikki Samuels, Nan Stanford, voilà, que des gros noms, des championnes du monde. Et puis les voir à Parthenay, ne serait-ce que 2 semaines, c'était pour moi l'occasion de voir ce qu'était le haut niveau, et ça donnait envie, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris ce parti pris d'aller à Montpellier. Bon, là, c'est complètement différent. C'est des cours que le matin, l'après-midi, on s'entraîne. Donc j'ai pu tripler mon volume en natation. J'ai fait d'énormes progrès. Vélo, course à pied, c'est pas avec le recul des années. Voilà, sur le moment, c'est vrai que je bornais plus, mais avec le recul, je pense que j'avais mieux à faire. Mais voilà, j'ai continué d'avancer, de me forger. Et je pense que de toute façon, pour être fort en triathlon, il fallait que je sois fort en natation. Donc c'était le premier step. Et puis là, j'ai pu accéder à quelques Coupes d'Europe. Ça s'est bien passé. Je crois que ma meilleure place a dû être 5e à la Coupe d'Europe de Malmö, qui a été gagnée par Van Riel à l'époque. Donc une belle ref.
Et puis, bah, voilà, en grandissant, j'ai accédé à la D1 à Parthenay, donc un peu le Graal ultime pour moi parce que, bah, je me suis retrouvé avec des athlètes que j'idolâtrais et qui finalement, moi, j'étais le petit poussin, et je me suis fait accompagner par ces personnes-là. Donc, humainement, ça a été vraiment, je pense, la guideline. Et en fait, je pense que c'est un peu la ligne rouge que j'ai suivie toute ma carrière. C'est que j'ai commencé avec les copains. J'ai continué avec des gens que j'idolâtrais et qui sont devenus des copains, tout en gardant mes copains d'avant. Euh, Tu verras, après j'y reviendrai, tu vois. Et puis voilà, pour la petite histoire, bah, la dernière année junior, on a refait champion de France par équipe d'aquathlon avec les mêmes copains du début, donc la boucle était bouclée. Et là, après, bah, il y a la grande marche, c'est celle de Espoir et Élite. Sur Coupe d'Europe, voilà, face à des Léo Bergère, Dorian Coninx, Raphaël Montoya, qui sont voilà, les grands noms du triathlon, qui sont tous allés chercher des podiums au championnat du monde ou même des titres. Voilà, j'avais pas le même niveau qu'eux, donc j'ai pas pu continuer sur l'international. Par contre, ben, je me suis éclaté sur le Grand Prix. J'ai vraiment fait 12 ans. Avec Montpellier, on allait chercher le premier podium du club. 2 ans après, finalement, j'ai continué. Je suis parti au Sable Vendée. Et là, je me suis retrouvé avec Jawad Abdelmoula. On a été chercher le premier titre en duathlon, un podium en triathlon. Donc voilà, tout s'est bien goupillé. Et puis la petite note sur ma carrière, c'est peut-être là aussi où j'ai appris énormément sur l'entraînement, c'est que j'ai fait une année blanche, malade, le corps qui suit pas, et je pense que c'est l'année où j'ai le plus appris. Ça, c'était C'est quand? que c'est l'année où je suis parti à Issy-les-Moulineaux, je dirais il y a 3 ans, Ok. quelque chose comme ça. Et là, j'ai pris cher. J'ai pris cher et j'ai appris que finalement, le triathlon, c'est top, mais il y a d'autres choses. Et c'est difficile parce que fallait trouver un moyen de relativiser quand on met ses tripes, on met toute son énergie, on met tout son argent, faut le dire aussi, dans une passion. Euh, et que finalement, bah, ça paye pas, qu'on a beau tout essayer. J'avais des engagements aussi auprès du club, donc j'ai pas tenu. Et que finalement, on voit que la santé, j'avais des palpitations pour rien, comme ça, à l'entraînement. Enfin, donc là, j'ai compris que finalement, en fait, l'entraînement, c'est une chose, mais il y a aussi tout l'équilibre et la santé, le bien-être et prendre les choses avec un petit peu de recul. Donc là, j'ai vachement réfléchi, j'ai adapté. Valentin Deschamps qui est mon coach, du coup, a été d'une grande aide sur ce moment-là parce que je suis passé par pas mal de coachs, des coachs très militaires, d'autres très humains. Et Val, je pense que c'est aujourd'hui le meilleur équilibre que j'ai trouvé dans tout ça. Donc j'ai beaucoup appris, on a pris du recul là-dessus, on a fait l'année comme on a pu la faire, et puis finalement, bon, bah, niveau santé, j'ai la chance que tout soit revenu dans l'ordre, mais par contre, j'ai compris qu'il fallait construire autre chose, qu'il fallait se stabiliser. Et puis la dernière année, donc ça a été ma dernière année D1 après, j'ai décidé en fait de passer dans un club où j'avais tous mes copains. Voilà, tout simplement pour me dire, bah, si au moins je fais une année pas ouf, je vais bien rigoler, tout simplement. Et Et donc à finalement, en ce fait, ça s'est super bien passé. Je suis allé à Aix en Provence et j'ai refait de nouveau des top 20. Donc voilà, c'était aussi une manière pour moi de me prouver que j'étais encore capable. Et puis la fin d'année, j'ai dit, bon, écoute, Quentin, tu as fait le tour, tu as fait 12 ans de D1, donc tu passes à autre chose. Euh, je suis passé sur le longue distance. J'ai fait un petit test à Royan, comme ça, après une saison de D1, sans trop de préparation. Bon, je fais quatrième, il y a du bien, il y a du mauvais, mais voilà. Donc j'étais très content, j'en parle au coach, il me dit, bah, écoute, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bon, bah allez, feu, on y va.
Et puis là, je suis passé sur un entraînement complètement différent. Là où avant, le court distance, c'est vrai que pour moi, c'était être très très fort en natation, être très très fort en course à pied, et finalement sur le vélo, faire en sorte d'être très fort sur des relances ou des pics à PMA. Là, on switch complet. J'ai délaissé un peu la natation. On va beaucoup moins haut sur des allures en course à pied. Et par contre, il a fallu apprendre à rouler, tout simplement. Donc là, l'entraînement était complètement déséquilibré par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. On est passé vraiment sur quelque chose où je suis allé faire des semaines à 17, 18, 19 heures de vélo pour essayer de contrecarrer tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis full longue distance. Je suis plus dans cette façon de faire. Bien que je fais un peu moins de vélo que j'ai pu faire la première année parce que j'ai progressé, on va dire ça. Donc maintenant, je peux rééquilibrer et on construit d'autres steps. Je pense en fait, c'est ça aussi l'énergie que m'insuffle Val, c'est que step by step et à chaque projet à sa pyramide. Le court de distance, je l'ai fait avec avec plusieurs entraîneurs, 4 au total. Et j'ai construit les plots, la natation d'abord avec des bases solides, et puis finalement la course à pied après avec des bases solides. Puis un coach qui a réussi à, à faire les 3 d'un coup. Et puis les dernières années, je suis passé avec Val. Et puis là, sur le longue distance, Val, il a vraiment 100% la main mise en fait, et il construit la pyramide du début à la fin. Donc c'est plutôt intéressant, c'est ça. Est-ce que ce passage sur longue distance, c'est un truc que tu avais tout de même en tête quand tu faisais de la courte distance? Tu savais qu'un jour, tu allais passer sur ce format-là? Ou est-ce que c'est plus, j'allais dire, la lassitude, peut-être telle que tu l'évoques, d'avoir fait le tour sur courte distance qui t'a amené par là? Alors jamais, vraiment jamais. Quand je faisais du Grand Prix, faire 20 km sans drafting, c'était le bout du monde. Mais vraiment psychologiquement, j'avais le sentiment que j'étais un fou, quoi. Quand, quand je faisais 20 km sans drafting, parce que j'avais tellement pas l'habitude de travailler cet effort-là. Moi, j'étais plus un roublard sur du courte distance. C'est vraiment que moi, dans ma tête, il fallait nager fort, courir fort, et puis à vélo, subir le moins possible, certes, mais je ne mettais jamais le nez devant. Et, et en fait, ça c'est venu petit à petit, peut-être aussi le fait de s'entraîner aussi avec des gens qui font un peu plus de longue distance. Avec Valentin, ça a été le coach de Clément Mignon. C'est le coach de Casimir Moine, qui sont, eux, portés sur du longue distance. Et le fait d'être avec eux, forcément, en fait, j'ai peut-être appris aussi à m'entraîner à vélo, à aimer le vélo en tant que tel, à aimer le chrono, surtout. Je pense que c'est très spécifique, le vélo de chrono. Donc, non, c'était vraiment pas un choix à la base. Pour moi, j'allais arrêter sur le court distance et puis basta. Mais finalement, ça a été une super découverte et je pense que c'est vraiment ce qui me nourrit dans ce projet, c'est que j'apprends tous les jours. Et finalement, on peut pas rêver mieux quand on fait un projet comme ça. Et t'estimes que tu en es où aujourd'hui? Enfin, quand même, il y a 2 choses sur lesquelles il faudra qu'on rebondisse. Un, c'est l'équilibre, parce que moi, c'est un truc qui m'anime énormément et je pense que c'est important parce que tu en as parlé plusieurs fois. Et 2, je le rappelle, avant de te lancer sur le longue distance, tu as fait 12 saisons de D1. La longévité, c'est quand même un truc de dingue chez toi. Vas-y, excuse-moi Charlie, je t'ai coupé, mais je voulais mettre en avant ces 2 points sur lesquels il faudra qu'on revienne. Si tu veux, on en reparlera. Ouais, je voulais juste sur cette longue distance te demander où est-ce que tu en es dans ton apprentissage. Là, ça fait un peu plus d'un an que tu es passé sur ce format-là. T'estimes, et d'ailleurs, tu as déjà des beaux résultats à ce niveau. T'estimes que tu en es où dans ton apprentissage du longue distance? Ouais, je ne peux pas te donner un pourcentage. Je me considère encore comme un débutant. Déjà parce que je fais que du 70.3.
Donc, on parle de, pour moi, selon les parcours, entre 3h40 et 4 heures d'effort. Donc, voilà, déjà, je suis un petit rookie par rapport à des gars qui font vraiment du full. J'essaye aussi de régler encore plein de problèmes, hein, l'alimentation, l'hydratation, vraiment une position efficiente en vélo avec aussi tout ce qui est aérodynamisme. Donc, je pense qu'en fait, j'ai cette chance d'arriver du courte distance, donc j'ai déjà énormément d'acquis, notamment sur la natation et sur la course à pied. Mais j'ai énormément à apprendre sur toute la gestion de course en elle-même, sur mon niveau vélo, hein, qui n'est pas encore au niveau des meilleurs. Et, ouais, voilà, tout ce qui est en fait les petits points pour aller me perfectionner sur cette distance. Ce qui est excellent, parce que tu le dis, hein, tu fais pour l'instant que du Alpha Ironman. Donc, en vélo, c'est 90 km et ça te semble une montagne. J'ai appris à le désacraliser l'année avant de passer sur longue distance. Donc vraiment l'hiver entre ma dernière année courte distance et ma première saison longue, j'ai dit au coach, je lui dis écoute, 4 heures d'effort, ça me paraît mais dingue. Écoute, je te propose un truc, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien aller faire la Saint-Express. Le Saint-Express, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un trail qui fait partie de la Saint-Élion, sauf que la Saint-Élion, c'est de Saint-Étienne jusqu'à Lyon, et la Saint-Express, elle est un petit peu plus courte. C'est ça, on part de Sainte-Catherine, et du coup, il n'y a que, entre guillemets, 44 km, mais ça se passe de nuit. Et cette course, elle est réputée pour à chaque fois avoir des conditions dantesques. Moi, au départ, ils ont retardé le départ où on était dans le sas de 1 heure. Il faisait -6. Donc, avec de la neige. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai envie de désacraliser ce 20 km et ces 4 heures. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va faire ça. Et puis voilà, une fois que je l'aurai fait, en fait, quand tu as fait 45 bornes dans la nuit, faire 20 bornes à bloc, c'est facile, quoi. Ou faire 4 heures sur un triathlon dans un truc que je maîtrise à 100%. Toi, tu es le genre de mec, quand toute ta saison d'entraînement, enfin tout ton foncier hivernal, tu cours avec des poids sur les chevilles pour te dire qu'à l'été, tu vas pouvoir t'envoler, c'est ça, hein? Non, je suis pas non, pas totalement, mais en fait, j'avais besoin de me rassurer sur ce nouveau projet. Et puis, je pense que le fait d'être passé de 12 ans à faire la même chose, j'avais envie de découvrir un autre truc. Le trail, ça m'intéresse même d'une manière générale pour plus tard. Alors, j'en ferai pas forcément du haut niveau, mais c'est un truc qui m'attire. Et je me suis dit, pourquoi pas lier les deux? Je pense que ça peut être complémentaire. L'intérêt de cet hiver-là, si je voulais passer sur longue distance, c'est avant tout gagner de la caisse et pouvoir passer des efforts comme ça, aussi durs. Et aussi aller tester mon mental, parce que mine de rien, c'est des efforts qui sont pas très, très drôles, quoi. Et en fait, j'ai passé, vraiment, j'ai très stressé avant cette course et en fait, je redoutais une seule chose, c'était de mal le vivre. Et je ne pouvais pas passer une pire expérience que celle-ci. Genre dès le début, au bout de 1,5 km, j'avais le mollet qui me tirait, j'avais mal parce que je pense que c'était dû au froid. J'ai dû m'arrêter, marcher 5 minutes. Derrière, je suis reparti, je me suis retrouvé entre 2 groupes, j'ai fait 30 bornes tout seul dans le noir. À 1h30 du match, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprenais pas. Le corps le corps et la tête, hein, ne répondaient pas comme je souhaitais. Et puis c'est simple, en fait, à 5 km de l'arrivée, bon, là, il commence à y avoir de la vie, ça touche à sa fin. Et en fait, nerveusement, je pleurais tout seul. Et donc, à la fois, ça me faisait rire, mais mes yeux pleuraient tout seuls, quoi. Et bon, si ça intéresse les gens, ils peuvent aller voir sur mon Instagram, il y a un petit réel que ma copine a fait et on me voit à l'arrivée, mais décomposé au bout du rouleau, vraiment au bout du rouleau. Et là, j'ai fait: «OK, bon». Il m'a fallu 2-3 jours pour me dire: «Allez, faut digérer le truc».
comme on est tous un peu sadomaso, au bout de 2-3 jours, on se dit: «Je leur ferai bien l'an prochain». Heu, Bon, t'es le limite coach à Domazo, hein, parce qu'il y en a quand même, c'est jusqu'à la ligne d'arrivée, ils se demandent ce qu'ils foutent là, et puis ils passent un pied, et avant de passer le deuxième, ils disent allez, je re-signe pour l'année prochaine. Toi, il t'a fallu 2-3 jours quand même. ouais, c'est ça. Bah, ouais, bon, je suis fou, mais des fois, il faut quand même que je réfléchisse un peu. Et puis, ouais, ça a été une sacrée expérience et en fait, une fois je suis sorti de là et je me suis dit: «Attends, en fait, Bernal, ça doit pas être si dur». Pour avoir fait Royan, j'avais fait Royan juste avant, justement en test, ça avait été facile à côté. Donc je me suis dit: «En fait, bon, ben, vas-y, tente le coup, entraîne-toi. Si tu as l'entraînement adéquat, tu vas gérer donc vas-y, fais-toi plaisir». Et puis en fait, ça a été un déclic psychologique. Le premier half que j'ai fait à Valencia, heu, après, après cette préparation hivernale, bon, j'ai eu du mal à démarrer, un petit diesel quoi, mais par contre, quand j'ai posé le vélo, le 21 kilomètres, je suis parti tout chousse et puis finalement, bon, j'ai craqué, au bout de les 2 derniers kilomètres, mais par manque d'expérience et je me suis dit: «OK, bon, ben, l'apprentissage, il rentre et maintenant, ben, on va voir comment se gère une récupération, comment je vais pouvoir les enchaîner et qu'est-ce qui manque pour la suite». Et juste pour replacer temporairement les choses, alors quand tu fais le passage de courte à longue distance, dont Mmh. a priori tu n'étais pas sûr de t'y engager à fond, là tu es déjà pro à ce moment-là, tu fais déjà que ça de tes journées. Il Ouais. y a une petite dose de risque, non, en passant, en se disant, bah, peut-être que je vais tenter l'aventure sur long, mais j'en suis pas absolument certain. Comment tu gères ce truc-là? Parce que il y a problématique financière dont on a déjà discuté avec des centaines d'invités ici, du pro, enfin des pros longue distance en France sur lesquels c'est pas toujours évident. Comment tu gères ce truc-là, ce risque-là entre guillemets? Très sincèrement, on le gère pas. Bonne réponse. Non, mais bon, je vais partir un peu dans voilà, je vais partir un peu dans ma tête là, mais heu, je parlais dans le courte distance, donc l'année où j'ai fait blanc, avant de faire une dernière année pour me prouver à moi-même, que j'étais capable. Cette année-là, faire une année blanche, hem, j'ai perdu tous mes contrats. J'ai perdu, mon fixe que j'avais avec Issy-les-Moulineaux. Donc en fait, je me suis engagé dans un club à Aix, où j'avais, 0 € de côté parce que, enfin, j'avais plus de revenus tout simplement. Donc j'ai tapé dans mes caisses et j'ai vidé mes caisses sur l'année. Heureusement, j'ai fait des primes qui m'ont permis, d'avancer et de pouvoir, continuer l'année, mais je suis parti à blanc et hem Et en fait, quand j'ai commencé à me lancer dans le longue distance, j'avais fait ce test à Royan et j'ai eu la chance de trouver le club de Monaco, hem, avec, Denis Vatrin qui m'a dit: «Écoute, nous, Quentin, bon, on a vu tes résultats à Royan, on avait 2 athlètes là-bas, il se trouve que tu les as battus. Ça écoute, on a envie de te faire confiance, si tu te sens à même de faire le projet, on va t'aider». Donc ils m'ont aidé à la hauteur d'un d'un débutant, mais ils m'ont quand même donné ma chance. Hem et donc là, financièrement, la problématique, c'est se dire: eux, ils me donnent ma chance, mais il faut trouver autre chose, hein». Hem, il y a quand même un vélo de chrono à 10 000 balles à financer, il y a le loyer à payer aussi, donc là, en fait, c'est un truc que je connaissais pas, parce que sur le courte distance, en fait, ça fonctionne comme les teams en vélo, hein. On a les sponsors globalement du club et puis on est tout fourni et puis voilà, maintenant tu as plus qu'à aller t'entraîner. Donc il a fallu se structurer, hem et se dire: «Bon, voilà, qu'est-ce que comment je vais chercher mon matos?» J'ai cherché énormément de partenaires, ça a pas forcément marché. Envoyer des mails, c'est très compliqué. Une fois sur 2, on se fait jeter, voilà, au Et bout de encore, tu as de la 200 chance, hein. mails de refus, Une fois sur deux, ça veut dire que les mecs, ils lisent déjà ton mail. Moi, j'aurais dit que déjà, si ouais, tu as ouais, non, mais voilà, un bon, de 20%, je suis c'est un pas mal. garçon optimiste, on va dire. Donc en fait, après derrière, j'ai essayé de faire marcher mon réseau. Heu,
Juliette Duquesne, qui est ma copine, à l'époque, elle bossait pour Triathlon Store. Et elle leur a dit: «Écoutez, bon, certes, c'est mon copain, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous seriez OK pour le rencontrer et potentiellement pour l'aider sur la partie matos?» On s'est rencontrés, ça a matché. Ils m'ont dit: «Écoute Quentin, nous, ce qu'on va faire, c'est que sur la partie matérielle, on va t'accompagner de A à Z». Bon, déjà sur la partie financière, ça fait une sacrée case de cocher, pardon. Donc je pars avec ça en poche. J'ai l'AS Monaco qui m'aide aussi un peu. Et puis c'est là que j'ai eu la bonne surprise. Tout à l'heure, je parlais de Amaury-Lafourcade qui était mon premier adversaire. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon premier partenaire. C'est assez drôle la vie, mais aujourd'hui, le groupe Lafourcade, ils m'ont proposé, ils m'ont dit: «Écoute, nous, Quentin, on va t'accompagner. On t'a vu aussi», pour le coup, il m'avait vu à Royan. Il m'a dit: «Nous, l'objectif, c'est de te soutenir. On y croit. Donc on va t'accompagner». Bon, bah, super, allez. Un de plus dans l'équipe et en fait, je crois que c'est comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure. C'est que, dans mon équipe, il y a aujourd'hui, et je parle bien d'équipe, c'est qu'il y a que des gens qui ont envie d'avancer avec moi et c'est ça qui est top, c'est qu'on n'est pas là pour, se dire: «Vas-y, tu fais un chèque et puis tu mets mon nom sur ton maillot». J'ai vraiment des gens qui prennent de mes nouvelles, toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, qui cherchent avant tout le fait que j'aille bien. Ils sont pas dans «on attend que tu brilles». Ils sont dans le: «Est-ce que ton cadre de vie te plaît aujourd'hui? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour t'entraîner et pour pas galérer?» Ça n'empêche que je roule pas sur l'or. Aujourd'hui, je paye tout juste mes factures. L'année dernière, j'ai failli arrêter en fin d'année, hein, parce que finir l'année à 0, c'est très compliqué et voire même l'année dernière, malgré toutes ces aides, hein, voilà, j'avais une visu globalement à 3 mois de loyer. Donc tous les 3 mois, on se fait un point et on se dit comment on finit l'année, quoi. C'est un petit peu ça. Heureusement, ça a marché. J'ai pu aller chercher des primes à droite et gauche. Et puis cette année, on continue de construire. On a le groupe Activa qui était déjà à la base un sponsor de Monaco, qui m'a dit: «Beh, écoute, nous aussi, on voit ta progression et on a aussi envie de t'aider». Donc heu, donc eux aussi, ils viennent de rejoindre l'aventure. On a fait l'annonce hier, donc c'est génial. C'est aussi pareil, des gens qui m'aident au quotidien, que je vais plusieurs fois se voir sur Nice. Moi, j'habite Saint-Raphaël, donc finalement, c'est à côté. Et donc, il y a quelque chose d'humain qui se construit autour de tout ce projet. C'est excellent. Je pense que certains se disent: «Ouais, bah, Quentin, il a eu de la chance». J'aimerais juste, relativiser. C'est pas que tu as eu de la chance, c'est que déjà, cette situation, tu as été la chercher. Tu l'as dit, tu as gagné, enfin, tu as pas gagné, mais tu as fait un super résultat à Royan. C'est pas venu de nulle part, quoi. Donc, tu as provoqué tout ça et finalement, tu en récoltes les fruits de ce que des petites graines que tu as déjà commencé à Quand tu semer. parles de chance, tu parles de quoi? Des résultats, des partenaires? Ouais, je parle des partenaires, mais voilà, je voulais relativiser. Pour moi, c'est pas de la chance, c'est vraiment du travail que tu as mené ces dernières années et à commencer par cette première course à Royan où ça a bien marché pour toi parce que c'était le fruit de ce que tu avais déjà construit ces 15 dernières années, quoi. Ouais, oui, moi je dirais pas que j'ai de la chance, j'ai pas trop envie de parler des autres, mais il y en a qui ont des contrats, à l'armée un petit peu, comme ça. Il y en a qui ont des parents qui sont déjà dans le business ou qui ont énormément d'argent et en fait, il y a pas de il y a pas de question à se poser, quoi. Tout est payé, tout est fait et puis voilà, on dort sur nos 2 oreilles. Hem, voilà, moi j'en parle très bien aujourd'hui, mais il y a des moments, voilà, il y a des moments quand on a, 500-600 € pour vivre sur le mois, on serre les fesses, on va à l'entraînement, on n'est pas serein, hein. Donc ouais, peut-être que par contre, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est très bienveillant et des amitiés avec, des gens qui ont des valeurs qui me ressemblent, mais
Mais oui, effectivement, tout ça, j'ai essayé de le construire et ça reste difficile aujourd'hui parce que quand je dis que je prends des refus, j'en prends encore tout le temps, hein. Je suis pas une superstar ou à signer des chèques de 50, 100 000 euros. Ça reste des aides à taille humaine euh, qui font qu'aujourd'hui, je m'estime toujours, j'ai toujours de la chance, je vis de ma passion, je vais pas me plaindre. Mais voilà, je compte toujours. Je suis plus à 500 euros, mais je paye mon loyer, je paye mes courses et il me reste rien derrière. Je pars pas en vacances. Écoute, on parlait de résilience rapidement tout à l'heure. Moi, je te félicite, hein, parce que franchement, il faut en avoir et il faut le vouloir. Bravo. Merci. Euh, Justement, sur ce passage, enfin sur ce nouveau Quentin plutôt orienté longue distance, comment tu te prépares maintenant? Parce que tu nous l'as dit, la première année, tu as beaucoup roulé. Est-ce que maintenant, tu trouves un équilibre entre la natation, le vélo et la course à pied? Est-ce que tu mets toujours l'accent sur l'une ou l'autre des disciplines? Enfin, comment tu travailles tout ça? Est-ce que tiens, question complémentaire, est-ce que tu travailles aussi les transitions? Parce que autant c'est super important en courte distance, il faut changer vite, autant en moyenne longue distance, on rentre aussi dans un autre paradigme où il faut effectivement aller vite, mais il faut profiter aussi de ce temps pour récupérer. Et puis, tu peux pas te changer sur du long comme tu te changes sur du court, quoi. Partir pieds nus sur du court, c'est faisable. Partir pieds nus sur du long, ça paraît plus difficile. Ouais. Alors, j'ai oublié ta première question. Je vais juste rebondir sur les transitions, du coup. Ah si, sur l'entraînement, pardon. Bon, juste sur les transitions, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout jeune. Donc, jeune même, il y avait un champ de foire, un marché aux bestiaux à Parthenay. Je prenais mon balai pour nettoyer un petit peu le bitume et puis je m'entraînais tout seul le mercredi après-midi et je faisais mon truc. Aujourd'hui, ben voilà, ça fait 20 ans que je fais ça. Les transitions, mettre un casque, aller super vite, je connais. Maintenant, là où j'apprends, c'est sur des petits trucs. Par exemple, pour partir en course à pied, on part avec des gels, on part avec des lunettes, on part avec une montre. Et tout ça, on a deux solutions. C'est une technique d'Yvan Jarige, donc je la donne au public. Euh, c'est de tout mettre dans un petit sac congélation. Et en fait, ce qui fait qu'on arrive à la transition, on met ses chaussettes, ses chaussures, et en fait, après, on part avec son sac congélation. Et déjà, le temps, sinon on prend nos gels, on les met, on prend nos lunettes, on les met, on met la montre. Et en fait, déjà, on perd à 25 secondes. Donc, 25 secondes derrière, ben, sur un SMI, c'est 1 seconde 5 au kilo. Bon, ça paraît rien comme ça, mais en fait, ben, faut aller la chercher, la seconde. Donc, ben voilà, petite astuce pour gagner 25 secondes, c'est de faire ça. Mais c'est pas cool. Voilà. Ça te permet aussi de partir peut-être sur un rythme pas trop élevé, parce que bah, il faut que tu restes concentré pour ouvrir ton sac, pour mettre tes gels, pour mettre tes lunettes, pour mettre tes trucs. Donc, tu pars pas tout de suite à 3,0 du kilo sur le premier kilomètre, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a aussi cette notion de rester avec le groupe. Et en fait, si on perd trop de temps à la transition, ben, ça a beau être du longue distance, la dynamique, elle fait toujours que on est plus ou moins à l'aise. Et en fait, si on prend trop de temps à la transition, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont la passer super vite. Et en fait, effectivement, ils peuvent se dire, je pars un peu plus lentement, j'attends que les gars reviennent. Et puis, bah, ça me fait un temps pour souffler quand même entre deux sports. Je réattaque tranquille, je mets pas mon corps en PLS dès le début. Ou comme moi j'ai fait au début, c'est en fait prendre trop de temps à la transition, faire ses petites erreurs, et puis finalement, en fait, on sort 15-20 secondes derrière les autres, et psychologiquement, en fait, on part à fond pour rentrer sur les autres, quoi. Sauf que, ben, en fait, moi, ça m'est arrivé les 3 premiers, globalement, je partais en 3,04, 3,05, le premier kilo. Ben, ça va trop vite, ça va trop vite, et au bout de 3 bornes, ben, le corps, il te dit, hé, mon coco, tu as fait 90 bornes de vélo avant, allez, une petite crampe par-ci, une petite crampe par-là, et puis, ben, en fait, voilà, on vit beaucoup moins bien la course. Et en plus, derrière, on a besoin au deuxième kilomètre d'avoir un temps pour souffler, refaire tomber le cardio, etc. Donc, non, enfin, les transitions, voilà, je dirais pas qu'aujourd'hui, je les travaille tous les jours, mais je cherche à optimiser comment je peux
mieux mettre ma combi dans la poche, parce que c'est vraiment, faut le dire, hein, c'est une galère quand elle est dépliée qu'il faut mettre dedans. Voilà, comment je peux partir en course à pied avec un peu d'avance sur les autres, etc. Sur la partie entraînement, c'est vrai que voilà, ce que je disais tout à l'heure, le premier hiver, on s'est dit, en fait, ton gros problème déjà, Quentin, c'est d'avoir un foncier qui est stable, enfin, qui est ancré en toi. Et donc, on s'est dit, ben voilà, ce que tu fais, c'est que voilà, il va falloir faire des heures sur le vélo, apprendre à aimer ça. Et, euh, et voilà, donc en fait, j'ai complètement délaissé la natation cette année-là. Par contre, je faisais que faire du vélo. Faire du vélo et courir, mais beaucoup faire du vélo. Parce qu'on voulait un volume horaire qui était assez gros, une trentaine d'heures, avec des sorties où voilà, j'allais rouler régulièrement entre 4 et 7 heures. Parce que je disais, je suis monté à peut-être 20 heures de vélo dans la semaine. Bon, ben, on ne peut pas être partout. Euh, ce, ce premier bloc, il est essentiel d'une manière générale parce que si on veut passer des courses de 4 à 8 heures, il faut pouvoir l'avoir fait un petit peu dans sa vie. Et moi, personnellement, je l'avais déjà fait auparavant, mais sur la partie course à pied, à faire des hivers avec 15-16 semaines d'affilée à entre 100 et 150 km par semaine pour pouvoir ancrer une force musculaire sur la partie course à pied qui fait que ça me permet d'avoir maintenant une foulée un peu plus économique et quelque chose d'un peu plus naturel. Cet hiver, c'est complètement différent. On a complètement rééquilibré. Le fait d'avoir négligé la natation, j'ai pris cher sur toutes les courses. Ce qui fait que je suis sorti au début du vélo, j'étais déjà en hypoxie dans le dur. Et puis finalement, quand ça part fort, je ne pouvais pas suivre. Et en fait, à vélo et en course à pied, on est parti sur un volume horaire franchement qui n'est pas extraordinaire aujourd'hui, d'une manière générale. Sur une semaine, je m'entraîne entre 20 et 24 heures. Donc, bon, certes, pour le commun des mortels, c'est beaucoup, mais pour des athlètes professionnels, globalement, c'est plus entre 25 et 35. Par contre, je prends cher quasiment tous les jours. On a fait un premier cycle là qui s'est terminé fin janvier. Je passais entre 3 et 4 fois semaine sur le home trainer et globalement sur home trainer, je poussais des watts. Donc, c'est certainement ça qu'on a changé, c'est de se dire, bon, maintenant que le bloc, il est ancré en toi, tu as une caisse, maintenant il faut apprendre à pousser des watts et à les maintenir un certain temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas les termes spécifiques, mais on cherche à élever le niveau sur mes allures Alpha Ironman d'une manière générale. En course à pied, c'est pareil. L'objectif, ça serait de courir 3,20. Concrètement, l'année dernière, j'ai fait 0 séance à 3,20. Soit j'allais courir à 3,05, soit je courais à 3,30. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, c'est de se dire, voilà, maintenant, il faut trouver la même foulée, la même décontraction que quand je courais à 3,27, 3,30 sur 3,20. Donc, pour ça, il faut aller le chercher. Et donc, on essaye de passer du temps à cette allure-là. Et est-ce qu'en course à pied, comme en vélo, alors l'année dernière, pas cette année, mais est-ce que tu fais de la surdistance? Parce que tu disais, hein, tu préparais une saison de half et tu faisais du 6-7 heures de sortie vélo. Donc, même si je ne suis pas très bon en maths, ça fait quand même un peu plus que 90 bornes. Est-ce qu'en course à pied, tu fais pareil? Tu fais de la surdistance? Tu fais plus de 20 bornes quand tu sors ou tu restes dans des distances autour du SMI? Ça dépend les semaines. Je vais avoir des semaines où finalement, je vais faire énormément de 15, 16, 17 km qui sont autour. Mais par contre, je vais le répéter plusieurs fois dans la semaine. Et puis, j'ai des semaines où finalement, l'année dernière, par exemple, la semaine en elle-même, elle n'était pas très compliquée, beaucoup de petits footings. Par contre, le dimanche, j'avais un 30 bornes SV1, donc globalement 2 heures à. C'était assez vallonné, donc ça a dû faire 2 heures à un peu plus de 15 à l'heure.
vallonné pour le coup. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait des montées et des descentes pour pouvoir casser la fibre au maximum et aussi bosser ce qui est changement de rythme, donc pouvoir se concentrer sur le souffle, pouvoir gérer sa respiration. Et ça, c'est aussi important de pouvoir de savoir le faire parce que finalement, en course, il y a des moments où c'est pas nous qui menons le rythme et il faut réussir à calmer tout ça. Excellent. Bon, derrière Saint-Raph, ça va, il y a ce qu'il faut, hein. Je me souviens que l'avant-dernière étape de mon défi, c'était Saint-Raph-Cannes, en passant par l'Estérel. En termes de vallonné, il y a ce qu'il faut. Ouais, bah, alors tu vois, tout à l'heure, on parlait d'équilibre. L'année dernière, et c'est peut-être le souci de mes dernières années, mais moi, à l'époque, je vivais à Poitiers jusqu'à fin 2023. Je vivais sur Poitiers. J'ai fait beaucoup Montpellier. J'ai vécu 9 ans à Montpellier. Et puis, à un moment, un petit ras-le-bol, un besoin de retour aux sources. Et je suis allé m'installer 1 an et demi à Poitiers. J'ai construit une stabilité là-bas. J'avais mes copains, j'avais ma famille. Le coach était pas loin. Et puis, bon, ben, j'ai rencontré ma copine. Et l'amour fait que j'ai déménagé à Poissy, donc fin d'année 2023. Derrière, je suis parti en fait direct. Elle travaillait donc là-bas. Et puis, je suis parti directement. J'ai eu un stage de 2 semaines en décembre et je suis revenu en janvier. Je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai un problème, c'est que là, à Poissy, il fait que pleuvoir. Donc, je ne vais pas pouvoir rester. Et en fait, je lui dis, écoute, j'ai pris un appart pendant 2 mois à Montpellier et je vais m'entraîner 2 mois à Montpellier pour faire mon bloc hivernal. Et comme j'avais mes, j'avais mes repères, j'ai vécu 9 ans là-bas, j'avais mes copains aussi, voilà, j'avais besoin de me structurer là-bas. Et puis, au bout de 2 mois, on est remonté et elle m'annonce qu'elle a posé sa démission. Bon, OK, OK, super, elle veut monter sa boîte, c'est génial. Donc, bah, du coup, on fait le parti pris de descendre. Ses parents avaient un studio à Pérols-en-Provence, c'est où il y a le 73 de Aix-en-Provence. Donc, on est allé se poser là-bas. Et globalement, bon, l'année, on a fait donc 3 mois là-bas, 1 mois en Brun, 2 mois là-bas. Entre-temps, tu pars en compétition globalement tous les 15 jours aux 4 coins de l'Europe. Pouah, le bordel. Fin d'année, j'étais rincé. Et, du coup, voilà, on s'est posé à la fin de l'année dernière avec le coach. Je me suis posé avec Jules. Bon, là, il y a un gros problème, c'est notre stabilité. C'est le bordel. On ne peut pas vivre dans les valises comme ça et c'est hyper anxiogène. Et avec question financière aussi. Donc tout ça, c'était compliqué. Et puis même nous, pour nous construire en tant que couple et chacun en tant qu'humain, c'est très compliqué. Donc là, on a décidé du coup à ce moment-là de trouver un coin qui nous plaisait à tous les deux, mais qui permettait aussi de s'entraîner, et elle de lancer sa boîte. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Saint-Raphaël, où finalement, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Moi, je voulais pas retourner à Montpellier. Donc là, on a commencé à construire notre socle, et finalement, en fait, c'est le meilleur choix qu'on ait fait parce que elle a son cercle d'amis, moi j'ai le mien. Finalement, moi, je suis pas loin de Monaco parce que, bah, voilà, mon soutien important. Mes partenaires Triathlon Store, Activa, ils sont à Nice, donc finalement, c'est à côté. Tout ce qu'il faut pour s'entraîner, la piscine de Saint-Raphaël, c'est la seule piscine de France où on peut nager en public sans trop de problèmes. Il y a au maximum de personnes. C'est un bassin olympique. C'est génial, quoi. Et puis la météo, le cadre de vie, c'est génial. Donc en fait, je crois que ma grosse diff pour l'année prochaine, c'est la structure et la stabilité qu'on a réussi à construire tout cet hiver. C'est que je suis hyper bien accompagné. On arrive à vraiment mettre des choses en place. Humainement, bah, c'est top. J'ai ma copine, j'ai mes copains, j'ai mes partenaires. C'est top. Sportivement, je peux construire en fait. Ne pas être dans une valise, ça me permet de pouvoir. Voilà, je pose mon entraîneur à cet endroit-là. C'est mon bureau.
Puis voilà, il y a tout il y a tout qui est calé en fait. C'est une symphonie. Tu vois, je vais utiliser le terme de musique, c'est que c'est une partition où tout a sa place et en fait, il n'y a plus qu'à la lire. Et ça se ressent dans l'hiver ou même, on en parlait ce week-end avec des partenaires et ma copine, c'est que elle, d'extérieur, elle me dit en fait, je te sens encore plus dedans parce que tout est limpide. Et même, je pense que le coach peut en parler, c'est que tout passe, toutes les séances, elles passent. J'arrive à caler ma récup comme il faut. Toutes mes séances, elles sont faites correctement. Des fois plus ou moins fatigué, certes, mais après, ça, c'est le jeu de l'entraînement. Mais ça passe. Et je pense que c'est là où je progresse encore, en fait. C'est qu'à un moment, quand tes séances, elles passent plus, soit ta planif, elle est pas bonne, soit c'est toi qui sait pas te remettre en question sur ce que tu fais, soit à côté sur le job, soit parce que tu as des problèmes émotionnels, voilà, tu perds quelqu'un de ta famille, tu t'engueules avec ta copine, tu as le travail, hein, voilà, pour les gens normaux, c'est le travail, c'est la surfatigue liée à ça, c'est les trajets en voiture, il y a tout il y a tout qui vient interférer en fait. Et en vieillissant, c'est surtout ce que je me dis, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de parties que je prenais pas du tout en considération dans ma préparation, quoi. Ouais, et ce qui ressort de tout ça, c'est l'équilibre nécessaire pour pouvoir tout orchestrer autour de l'entraînement et de la recherche de performance, et que ça tient pas juste à l'entraînement, mais ça tient aux choses de la vie aussi que tu vas mettre autour. Et j'imagine que pour tenir à long terme, comme tu le fais depuis tes 13 ans sur une pratique régulière, c'est sûr qu'autour, les choses qui vont autour de l'entraînement doivent être calées, j'imagine. Et ça, là-dessus, par rapport à tout ça, ce que tu mets en œuvre, c'est quoi les objectifs que tu t'es fixés là pour l'année à venir? Alors, peut-être en termes très quantitatifs de résultats, de performance, mais aussi en termes d'équilibre. Qu'est-ce qui va dicter là la saison à venir 2025? Bonne question. Mon objectif premier, c'est le 70.3 de Nice. Pour une bonne raison, c'est que déjà, c'est à côté de la maison. Il y a mes partenaires, il y aura ma famille. Donc, tu vois, en fait, je pense aussi, c'est aussi pour ça que je pense que j'apprécie le longue distance. Et c'est quelque chose que tu as beaucoup moins sur courte distance, c'est le partage. Et sur courte distance, tu passes à 45 à l'heure ou 50 à l'heure, tu es à bloc pendant 50 minutes. Bon, globalement, le partage, il est réduit, hein. Et puis, tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur sur les 200 premiers mètres en natation parce que sinon, ta course, elle est foutue. Donc, un quart d'heure avant ta course, tu n'es pas avec ta famille et tu es concentré. Et voilà. Et en fait, je pense que d'une manière générale, ce qui fait que j'apprécie ce projet et ça fait partie de mes objectifs l'année prochaine, c'est de partager encore plus. Et d'où Nice en tant qu'objectif, c'est que la perf soit bonne ou pas, on gagne ensemble, on perd ensemble, mais on vit des émotions. Et alors, ouais, je pourrais te dire, moi je veux gagner ça, ça, ça. Bien sûr que j'ai envie de gagner, sinon ça ne ferait pas 13 ans que je me lèverais tous les matins pour m'entraîner de 3 à 6 heures par jour. Mais voilà, il y a le plus et mon objectif, c'est de partager encore plus avec les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et celles qui ont envie de nous rejoindre si elles le veulent ou ne serait-ce que de nous encourager sur le bord de la route. C'est que voilà, mes objectifs, c'est vraiment qu'on vive ces émotions-là, que ça nous fasse des souvenirs tout simplement. Tout ce que moi j'ai fait avec mes copains jeunes quand on a fait champion de France, etc. On se revoit, je les ai encore vus le week-end dernier. On s'est tous rejoints à Paris. On en parle toujours. C'est un truc qui nous a liés à jamais et c'est pour ça que j'adore ce sport. Et aujourd'hui, ce que je vis avec l'AS Monaco, avec les frères Giroud Triathlon Store, avec ma copine, avec Activa, n'importe en fait, tous ceux qui m'accompagnent et qui prennent part à ce projet, en fait, c'est qu'ils se sentent concernés. Et donc, on vit des choses ensemble, des émotions. Et moi, ce que je veux, voilà, c'est de construire cette belle histoire
et que dans 10-15 ans, on soit toujours tous aussi proches et qu'on ait tous ça à se rappeler. Tu parles de partage, tu parles d'expérience aussi. Cédric Fleurton, ça te parle? Oui. Bon, je ne sais pas si tu échanges avec lui, mais si ce n'est pas le cas, je vous mettrai en relation. Je trouve qu'il a un profil, une histoire assez proche de la tienne, beaucoup de haut niveau étant jeune, et puis après il a switché sur de haut niveau courte distance, après il a switché sur le long, et puis après il a fait du trail, et puis au passage il a fait du swimrun, et ça c'est là où je voulais en venir, le swimrun, si t'aimes partager, putain mais vas-y, lance-toi dedans, alors fais déjà ce que tu as à faire sur la longue distance en triathlon, mais fais-toi plaisir avec le swimrun, surtout en binôme, en termes de partage, d'expérience, de communion dans l'effort, que ce soit dans le bien ou dans le mal. C'est génial. Bon, voilà, j'ai fait ma petite pub pour le swimrun. On peut passer au... Et, Non, bah, après, moi, j'aime découvrir ce genre de sport. Ce qui est difficile, en fait, dans ce sport, le triathlon, avant même de passer au swimrun, qui sont, voilà, c'est des disciplines cousines, et c'est aller au bout de ce que je peux faire. C'est aussi un leitmotiv, c'est que, voilà, le court distance, ouais, j'ai pas fait champion du monde. Mais par contre, je suis allé au bout de ce que j'avais envie, enfin de ce que je pouvais faire. Il y a l'envie et il y a le pouvoir. Peut-être que j'ai pas tout fait correctement, mais voilà, Quentin Barraud, en tant que tel, il est arrivé enfin, je suis arrivé à un moment où je suis allé au bout du process et au bout de ce que je voulais mettre en place et des performances que je pouvais faire. Je pense qu'à un moment, même si le niveau il augmentait constamment, moi je continuais à faire du top 20 concrètement. Ouais, je progressais quand même parce que la densité elle augmente, mais je ne serais pas allé chercher plus loin. Et puis voilà, les Coupes du Monde, etc., tout ça, ça nous était plus ouvert. Aujourd'hui, c'est la même démarche dans le longue distance. J'ai commencé pour moi quelque chose qui est sa boîte du triathlon, mais c'est un autre sport. Et j'ai envie d'aller au maximum de ce que je peux. Et je me dis, bon, ben voilà, d'année en année, je progresse. Quand je verrai que je ne progresserai plus, bon, ben on arrête. Ou alors, on passe sur full, ou alors, on va sur du C-, ou autre. Mais bon, le but, ce sera peut-être de s'arrêter un jour aussi, ou de construire quelque chose autour, hein, parce qu'aujourd'hui, concrètement, je n'ai pas le temps de construire, je veux dire, par exemple, une vie de famille ou autre, hein. C'est pas dans les dossiers si mon père écoute. Mais, mais, mais non, voilà, c'est plus la notion d'aller au bout du projet. Alors certes, c'est en équipe, mais bon, forcément, il y a un moment, c'est moi qui ai la décision. Et, et l'objectif, c'est ça. C'est vraiment de pousser au maximum. il me semblait que ton leitmotiv, c'était qu'aucun rêve n'était trop grand lorsqu'on avait le courage de le vivre. C'est la phrase que tu as mis sur ton site. Ah ouais, ah oui, ouais, d'accord, oui, c'est possible. Possible, bah oui, bah effectivement, mais c'est vrai qu'il faut mettre toujours un mot sur quelque chose, mais mon rêve, c'est plus de vivre ma passion et de le partager, quoi. Concrètement, c'est ça. Et j'ai jamais, franchement, j'ai idolâtré des gars. J'ai vraiment idolâtré des gars. Par exemple, Fred Belombre. C'est quelque chose que je. Chez toi, d'ailleurs. Pardon? Qui n'est pas très loin de chez toi parce qu'il a Je m'entends super bien avec lui. Dernièrement, je courais. Il prépare un SMI, donc on faisait tous nos échauffements ensemble. Et c'est quelqu'un jeune, j'admirais, mais c'est marrant parce que j'ai plus admiré des gars comme ça que des Brownlee, des Gomez, des Bloom, où finalement, même si quand je les croisais sur le Grand Prix, j'avais pas grand intérêt pour eux. Et je pense qu'en fait, avec le recul, et pour maintenant connaître bien Fred, c'est que c'est des gars humainement, waouh, quoi. Juste, il n'y aura jamais un mot négatif, ils ont toujours le smile, s'ils peuvent te tendre la main, ils te tendent la main. Et en fait, je pense que ça va finalement dans comment je me construis aujourd'hui et quel objectif j'ai. Bon, tout à l'heure, tu disais qu'il allait bien falloir s'arrêter un jour. Là, on vient de parler de Fred. Regarde le père de Fred, 82 ans maintenant, toujours champion de France de triathlon. Donc, lui, il ne s'arrête pas. Pourquoi tu voudrais t'arrêter?
Oui, après, voilà, quand je dis m'arrêter, forcément, je continuerai toujours le sport. Mais bon, de haut niveau, faire que ça et, et être à cheval sur tout le temps, euh, c'est difficile. Euh, alors, tout le monde est fatigué, tout le monde a ses problèmes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi, j'ai travaillé quand même. Euh, En parallèle, j'ai fait une école de commerce. Attends, tu dis Euh, j'ai travaillé quand même. Je voudrais enlever le quand même. Parce que ouais. déjà, être sportif de haut niveau, c'est du boulot, hein. Non, mais sérieusement. Ouais, mais tu vois, Beaucoup par de gens exemple, des fois, qui. les gens les gens voilà, c'est des discussions que j'ai déjà eues, mais se rendent pas forcément compte que, 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 que j'ai eu aussi une expérience professionnelle. J'ai pas fait que du triathlon toute ma vie. Je menais de front. À un moment, je menais entre 25 et 30 heures d'entraînement semaine en bossant 40 heures. Euh, voilà, j'ai fait une alternance où je bossais au siège chez Decathlon c'est pour la marque Van Rysel. Et en fait, j'ai vraiment vu là la distinction entre, bon, bah forcément, des fois, je m'entraînais un petit peu moins parce que c'est fatigant, mais quelqu'un qui va travailler, ouais, certes, c'est difficile psychologiquement et tout, mais c'est des fatigues qui sont complètement, c'est pas comparable. Enfin, c'est pas comparable. C'est juste que, ouais, c'est des fatigues qui sont différentes en fait. Et là, aujourd'hui, la fatigue du triathlon, euh, euh, c'est certes physique, mais c'est aussi psychologique constamment. Et là où je dirais que quand moi je travaillais, des fois c'était juste uniquement psychologique, quoi. C'est très fatigant, hein, je dis pas, mais quand les deux se mêlent, il faut tenir la cadence. Voilà, tout simplement. Hein. Faut trouver des stratagèmes mais pour mieux récupérer, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Et d'où c'est vrai que c'est ce sujet qu'on aborde, qu'on a déjà abordé avec plein d'autres sportifs de haut niveau. C'est le sujet que moi j'ai abordé pas mal dans mon podcast dans les vestiaires, où justement l'objectif c'était de savoir comment est-ce qu'on construit et qu'on finance une carrière de sportif de haut niveau. Et c'est aussi pour ça que on essaye d'échanger sur le fait que être sportif de haut niveau, ça veut pas dire juste aller s'entraîner un petit peu de temps en temps, puis après mettre les pieds au bord de la piscine. Hein. Non, c'est un job. Et au-delà de l'entraînement, l'autre partie du boulot, c'est la récupération. Et la troisième partie, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est d'aller chercher des sponsors, des partenaires et de se prendre des portes avec des mecs soit qui lisent pas les mails, soit qui sont juste pas intéressés ou c'est pas le bon moment, quoi. Enfin voilà, il faut pour remettre quand même l'église au milieu du village. Hein. Être sportif de haut niveau, c'est un job et c'est un job à temps plein et qui demande aussi beaucoup de résilience et beaucoup de dépassement de soi et se sortir du cadre. Ouais, bah, bon, tu vois, typiquement, semaine dernière, j'ai eu le cas. Bon, bah, j'appelle un copain. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, moi, là, je vais travailler. Euh, il me dit, et toi? Ben, moi, je lui dis, ben, moi, je vais nager. Tu vois, bon, certes, Et en fait, je me reprends. Je lui dis, ben, en fait, moi aussi, je vais travailler. Et, en fait, tu vois, je vais donner une comparaison aux gens. Mais à un moment, quand ça fait 15 jours, 3 semaines que tu n'as pas pris, enfin, il y a pas eu un jour où tu n'as pas fait de vélo. Franchement, moi, mon vélo, des fois, je ne peux plus le voir, mais vraiment, je vais dessus et je ne peux plus le voir et je vis 1 heure et demie, 2 heures d'enfer parce que j'ai mal aux jambes, je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher, etc. Les gens, ils ne se rendent pas forcément compte. Euh, voilà, c'est comme si on aimait le burger, sauf que moi, j'adore le burger, sauf que tu m'en fais manger matin, midi, soir, tous les jours. Bon, ben voilà. Et voilà, j'ai pas de week-end, je prends pas de vacances. Donc, tu vois, c'est des métiers qui sont difficiles et en plus sans salaire à la fin du mois, hein, parce qu'on n'a rien de fixe concrètement. Hein. Donc, c'est tu marches ou tu marches pas aussi, quoi. Ouais. Et justement, les plans pour, tes plans à toi pour essayer de surmonter tout ça. Tu marches ou tu marches pas. Si tu marches pas, bah, t'as pas de prime et donc à la fin de la saison, si tes partenaires te lâchent, ça s'arrête. Comme ça s'est passé quand tu étais dans le court distance. C'est quoi tes plans justement pour surmonter tout ça et pour t'assurer un minimum de visibilité ou un avenir, quoi? Mes plans, c'est ce que je disais, déjà la Formé. structure, et la stabilité, c'est choisir des partenaires qui ont envie d'avancer avec moi, mais qu'on gagne ou qu'on perde en fait. Les clubs de la D1, bon, ils managent un effectif, et puis les gars, ils veulent gagner, et puis si tu vas pas bien, on sort. Là, l'avantage d'avoir des partenaires privés aussi, c'est que, bon, ben, viens, on y va ensemble.
Et puis, si on perd, on verra ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer. Et si on gagne, tu as ta part, mine de rien. Donc, tu vois, c'est vraiment déjà assurer cette structure. Oui, j'ai des plans en tête, moi, pour essayer de stabiliser aussi tout ça. Potentiellement du coaching en ligne, auquel je réfléchis déjà énormément depuis un petit moment. C'est des perspectives qui font que voilà, ça me permettrait d'avoir une stabilité financière et de voir un petit peu venir. Mais le but vraiment, le top dans tout ça, ça serait de pouvoir continuer à grandir cette équipe, de donner envie aux gens de nous suivre et, de voir comment on peut construire ensemble pour améliorer. J'ai pas toutes les notions de... Enfin, c'est difficile d'avoir une vision globale sur sa pratique, de prendre le recul nécessaire pour se dire, bon, en fait, Quentin, il te manque ça ou ça, et pour aller mieux. Maintenant, si demain, il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus et comment avancer, comment aller grappiller quelques bonnes énergies pour performer, moi, je suis preneur. Charlie, Ouais, plein d'autres questions, j'imagine. ouais, plein d'autres questions, mais ce qui ressort de tout ça, c'est hyper intéressant, quoi. C'est un jeu de long terme sur lequel il faut être stable et il y a plein d'autres choses à mettre en œuvre autour de l'entraînement pour que ça marche. Peut-être toi qui viens de faire la transition, Quentin, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil prioritaire à un athlète, alors plutôt amateur, qui veut se lancer sur longue distance? S'il y a 2, 3 trucs clés à savoir, toi, avec le recul, tu leur dirais quoi à ces gens-là? Premier conseil, manger. C'est un truc, tu vois, il y a encore 2, 3 ans, c'était, faut pas manger, faut aller faire 3 heures de vélo et puis tu manges une pomme et t'inquiète, ton corps, il va apprendre à aller chercher dans les graisses le sucre, et cetera. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est des bêtises tout ça. Manger sur le vélo. Alors, je parle pas d'une barre sur 3 heures, je parle plus de 3, 4 barres sur 3 heures. Certes, aujourd'hui, c'est un coût énorme, mais en fait, si vous buvez bien, vous mangez bien, déjà, il y a, je pense, 50% du travail qui est fait. C'est que vous allez assimiler la séance, vous n'allez pas aller chercher trop dans les réserves. Donc, en fait, déjà, juste faites le test. Faites 2 heures de vélo, vous ne mangez pas et vous buvez très peu. Vous verrez l'état de vos jambes. Et puis, vous faites le test où vous mangez beaucoup, vous buvez bien. Et en fait, vous verrez déjà que l'après-midi, vous avez pas mal aux cannes, quoi. Et en fait, quand tu as pas mal aux jambes, tu peux repartir à l'entraînement, donc c'est plus facile. Il y en a même, ils vont jusqu'à prendre il y a des athlètes, plus en AT, qui prennent un gel à la fin de l'entraînement. Alors, on pourrait dire, ouais, ça sert à rien et tout. Non, en fait, ils redonnent du sucre au corps parce qu'ils ont tapé dans la machine. Donc, je pense que l'alimentation, manger bien et ne pas négliger cet aspect où quand je m'entraîne, je consomme et non, je ne prends pas de poids, il faut arrêter avec ça. C'est du sucre rapide très souvent, le corps, il l'utilise directement, il ne va pas se mettre à... Voilà, si vous mangez 15 barres, moi je ne dis pas que c'est utile, mais, déjà une barre par heure ou un gel, c'est le minimum, je pense. Ouais, tu l'as dit, hein, l'équilibre, mais dans tout, hein, pas que dans la construction de sa vie sportive et professionnelle et personnelle, aussi dans la construction de son entraînement et dans l'alimentation. Enfin, tu l'as dit, hein, c'est pas parce que vous allez manger 3-4 barres sur une sortie de 2 heures que vous allez grossir. Non, au contraire, au contraire. Non, non, mais tu vois, j'ai fait enfin, ouais, certes, je suis professionnel, mais je connais un petit peu le monde amateur parce que typiquement, mon père est pratiquant, ma belle-mère aussi. Et ils ont fait, par exemple, ils se sont lancés le défi. Donc, mon père, c'était quelqu'un qui faisait du marathon, puis il a fait du 100 km. C'est un peu un vieux de la vieille, quoi. Il mange, oui, mais je mange quelques pommes potes par-ci par-là quand il faisait 100 km, etc. Et en fait, moi, à l'époque, j'étais encore sur un truc comme ça, où il ne faut pas manger, il ne faut pas manger. Et puis là, il y a 2 ans, il a fait son premier full en triathlon. Et en fait, moi, justement, c'est le moment où j'ai commencé à contrecarrer. Et en fait, j'ai compris. Je lui dis, mais attends, on ne peut pas. En fait, tu manges que dalle. Si tu manges rien, ça ne marchera pas, hein. Donc, tu vois, c'était le premier à essayer de convaincre.
Et finalement, en fait, aujourd'hui, en fait, il a réussi son full très bien, mais parce que aussi, il avait une stratégie qu'il a testée en amont. N'allez pas manger des gels que pour le full. Il s'est entraîné pendant 6-8 mois à manger tout le temps, sur tous les entraînements. Il a augmenté progressivement son volume. Et parfois même en faisant trop, je pense. Il avait besoin de se rassurer. Mais par contre, il n'a pas négligé cet aspect et ça s'est super bien passé, quoi. Et puis, moi, je suis un vieux de la vieille, faut le dire quand même. Les gels ou les barres scotchés sur le cadre, ça claque, je trouve. Bon, c'est pas très aéro, mais c'est sympa pour les vieux comme moi. Ouais, le problème aujourd'hui, la vraie barrière à ça, c'est qu'aujourd'hui, un gel, c'est super cher. Voilà, quand on paye une inscription à 100 balles le dossard et qu'en fait, on se rend compte qu'on va plier 50 balles de gel sur la course, c'est quand même, ça commence déjà à être un budget. C'est peut-être aussi déjà le problème du triathlon amateur, hein, c'est que tout mis bout à bout, c'est pas une discipline qui est tant ouverte que ça financièrement, je trouve. Ouais, puis tu l'as dit, on plie 50 balles de gel ou de barres sur la course, mais tu l'as dit aussi, on le répète tout le temps, on ne teste rien à l'entraînement. Ton père, il a testé sur 6-8 mois sa préparation, son entraînement, la nutrition pendant l'entraînement. Donc, ça représente aussi un budget de partir rouler 2 heures et de prendre 4 gels ou 4 barres à 3-4 euros en moyenne pièce. Bah, ça fait cher l'entraînement finalement, mais ça fait partie du jeu du triathlon, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, puis pareil, après, faut tester les marques parce qu'il y a des trucs, c'est hyper acide, ça fait des remontées. Enfin, ouais, c'est ça. Moi, j'invite les gens à manger et à tester. Perso, je vais faire de la pub, mais j'utilise Précision. J'ai jamais eu de soucis, quoi. Niveau, ils sont complets. Il y a des boissons, il y a des électrolytes parce que bon, ben voilà, il suffit que vous transpiriez beaucoup, c'est quand même intéressant. Niveau gel, vous avez ce qu'il faut. Et par contre, le truc trop bon, c'est les choux. C'est l'espèce de gomme, un peu comme des loukoums là. Oh, et j'en mange même au goûter parce que c'est des trucs, c'est trop bon, quoi. Ouais, Non, je pense pourrait. qu'aujourd'hui, il y a quand même des trucs qui sont faits et qui sont très très bons, au-delà de la barre Granny Pomme qu'on avait à l'époque. Voilà, il y a des trucs qui sont plus poussés, les goûts ils changent. Il y a, voilà, on n'est plus sur le truc Isostar à l'époque où tu le manges, bon, c'est un peu une corvée, quoi. Aujourd'hui, tu as des trucs super bons, faut y aller, quoi. Bon, les équipes de précision, si vous nous écoutez, l'épisode n'est pas sponsorisé, mais vous Ouais, pouvez venir nous envoyer j'ai un fait la petit pub, email. désolé. Quentin a joliment fait la pub. Non, mais tu as raison, c'est un retour d'expérience comme un autre, Quentin. Non, mais j'en ai testé, hein, j'en ai testé d'autres. Je vais pas dire de nom pour le coup parce que j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub et tout. Mais acide au possible, quoi. Et truc, en fait, tu le manges, tu le sens déjà dans la bouche, que ça va être compliqué. Ouais, tu pars courir, bah, tu as envie de vomir au bout de 2 bornes, quoi. Sauf que pour le coup, heureusement, je l'avais testé à un entraînement. Mais bon, déjà, tu mets un entraînement en l'air parce que le truc était pas bon, quoi. Et d'ailleurs, on en profite, j'en profite pour refaire une petite piqûre de rappel. Vous entraînez toute l'année avec une certaine marque, un certain type de produit, et puis pas faire gaffe à ce qu'il y aura au ravito sur la compète, parce que vous dites, bah, c'est bon, de toute façon, je me suis entraîné, j'ai pris telle marque, et puis sur la compète, parce que c'est partenaire Ironman, on va avoir un autre type de produit. C'est pas non plus la bonne stratégie, hein. On teste à l'entraînement la nutrition, l'alimentation, l'hydratation, et puis on prend tout ce matos-là avec soi pour la compétition. On ne se repose pas forcément sur ce qu'il y a au ravito. Et voire même s'il y a au ravito les marques qu'on a l'habitude de prendre, si on n'est pas dans le top X, ça se trouve, il n'y a plus rien quand on arrive sur la table. Donc partez avec votre matos, s'il vous plaît, les gars et les filles. Ouais, c'est un bon rappel. C'est un bon rappel. Arnaud, est-ce que tu avais d'autres questions pour Quentin avec quel sujet tu veux finaliser? Ouais, écoute, moi j'ai toujours plein de questions, mais on va peut-être finir avec la question du podcast. Le podcast s'appelant Devenir triathlète, X Open Tri. Quentin, pour rejoindre un petit peu la question de Charlie tout à l'heure, mais selon toi, quel est le meilleur moyen de devenir triathlète? Là, tu me poses une colle. Bah, pour devenir triathlète, il faut déjà prendre le départ à un triathlon, déjà. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Très souvent, on fait cette erreur en se disant moi, je suis pas. Voilà, j'ai des gros bras, je commence par le M, et puis dans 6 mois, je fais un full. En Non, réalité, je dans pense 6 mois, tu es en PLS et tu peux plus bouger parce que tu en as ouais, demandé trop à ton corps.
C'est ça, non mais c'est devenez triathlète dans le sens où c'est une super discipline. Quand vous en avez marre du vélo, faites de la course à pied. Quand vous en avez marre de la course à pied, vous faites de la natation. Voilà, c'est un sport qui permet d'équilibrer un peu tout ça. C'est un sport hyper convivial. On parle souvent d'un sport qui est individualiste. C'est beaucoup des retours que j'ai eus, mais en fait, n'importe quoi. Le vélo, vous allez le faire avec les copains le samedi, dimanche. Le footing, vous êtes rarement seul. La natation, c'est toujours encadré par un club, donc vous êtes avec du monde. C'est un vecteur social qui est génial, quoi, en fait. Donc, vous allez partager des moments au top, des week-ends, vous allez partir avec vos copains et voilà. Bon, je vais pas faire de pub cette fois, mais voilà, vous prenez un événement, il y a énormément d'événements qui sont très connus en France. Vous prenez le mobil-home et c'est un week-end qui est génial à partager avec sa famille, avec ses amis. Il y en a pour les petits et les grands. Voilà, les enfants peuvent en faire aussi. Donc, c'est ouais, c'est une discipline qui est complète, qui est pas élitiste et, et auquel on peut prendre énormément de plaisir. Bah écoute, merci pour ces paroles très sages. Je trouve tout cet épisode était rempli de paroles et de réflexions très sages. Pour terminer, Quentin, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage? Alors, ben moi, on peut me retrouver. Alors, déjà, vous pouvez me retrouver à Saint-Raphaël tous les jours, globalement, soit sur mon vélo, soit en train de courir. En train de nager Sinon, dans la piscine publique sans marcher et sur les voilà, je peux à la piscine publique. Sinon, bah, sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. J'ai aussi un site internet pour ceux. Vous tapez Quentin Barraud sur Google et c'est le premier qui vient. Après, en termes de compétition, normalement, je devrais commencer sur le Challenge Grande Canaria fin avril. Donc, à la fois, c'est dans 2 mois et à la fois, ça va arriver très, très vite. Il y a encore plein de choses à faire. Sinon, je suis très souvent sur des événements. Sur Triathlon Store, par exemple, il y a des runs, il y a des sorties vélo, notamment à Nice. J'essaie d'y aller quand même une fois par mois. Donc, on peut aussi se croiser là-bas, partager et voilà, partager quelques kilomètres, c'est toujours un plaisir. Bon, bah cool. Merci beaucoup, Quentin. On te souhaite une bonne Merci à journée, une vous. bonne continuation, bonne fin de prépa hivernale, bon début aux Canaries dans quelques mois. Et puis, Charlie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Exactement. Merci Quentin, merci Armano et on se voit la semaine prochaine. Merci à vous pour l'invite.